Bonjour à vous et bienvenue dans ce 149e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Tous les 15 jours, découvrez en notre compagnie 7 albums qui viennent de sortir en librairie, 7 titres de qualité que l'on vous recommande fortement et que l'on va prendre le temps de vous présenter. Dans une première partie, nous vous parlerons de Jeanne, premier tome sur 3 de Crénon Baudelaire, roman de Jean Telet qu'adaptent Tino et Dominique Gély et que publient les éditions Futuropolis. Mais comme de nombreux autres titres passionnants sont sortis également, dans une deuxième partie, nous reviendrons plus brièvement sur 6 autres coups de cœur sur lesquels vous pouvez vous précipiter. Ainsi, dans ce 149e épisode, il sera aussi question de la sortie de l'album Le prof qui a sauvé sa vie, que l'on doit au scénario d'Albert Algou, au dessin de Florence Sestac, et c'est édité chez Dargaud. De la sortie de l'album Au nom de Catherine, adaptation d'un roman de Julia Billet par Mayalène Gouste au dessin, et cette suite de la guerre de Catherine présentée par ailleurs est édité chez Rue de Sèvres. Nous parlerons aussi de la parution de Salamandre, titre sorti le mois dernier, que l'on doit à Yann Culbar et aux éditions 404 Comics. Nous présenterons aussi 3 Chardons, le nouvel album de la très talentueuse Cécile Beck, paru aux éditions Sarbacane. Nous parlerons aussi de la sortie de l'album Dans l'ombre, adaptation du roman conjoint d'Édouard Philippe et Gilles Boyer. C'est Philippe Pélaez qui en signe le scénario, Cédric Lebihan le dessin, et c'est coédité par Jean-Claude Lattès et Grand Angle. Enfin, comme nous le disions, nous reviendrons sur la réédition de La guerre de Catherine pour les 10 ans de Rue de Sèvres, roman de Julia Billet, qu'adapte ici Claire Fauvel. Et comme le podcast Le Buller existe aussi sur les réseaux sociaux, ne manquez pas de retrouver en images ces 7 albums présentés et bien d'autres encore sur notre compte Instagram lebuller.podcast. Voilà, vous savez tout sur ce qui vous attend dans cette vingtaine de minutes que vous allez passer en notre compagnie. Il me reste à vous souhaiter une bonne écoute et je l'espère aussi, de bonnes futures lectures. Après la sortie en avril 2021 de Mademoiselle Baudelaire, présenté ici même dans le 92e épisode de notre podcast, un album signé Isler, Baudelaire est de retour en librairie à travers l'adaptation de Crénon Baudelaire. Roman de Jean Telet paru en 2020, le voilà adapté en bande dessinée dans ce qui sera un triptyque dont le premier tome, baptisé Jeanne, vient tout juste de sortir en librairie. Décédé l'an passé, malheureusement Jean Telet ne pourra jamais tenir entre ses mains ce magnifique objet qui rend de la plus belle des façons possibles un hommage à son roman en gardant ce qui fait toute sa force et sa vitalité. Avec cette plume qu'on lui connaît et cette façon de raconter les histoires qui était devenue sa marque de fabrique, Jean Telet nous proposait une biographie sans concession d'un Baudelaire que l'on aime autant qu'on le déteste. C'est d'ailleurs par une scène cocasse que s'ouvre cet album, celle d'un Baudelaire bien mal en point qui trébuche sur les marches d'une église de Namur en lâchant un crénon bien sonore, seul mot que prononce alors le poète. C'est qu'au moment où commence l'histoire, Baudelaire est au crépuscule de sa vie, la syphilis l'a rongé jusqu'au cerveau et l'homme n'est plus que l'ombre de ce qu'il a été. C'est aussi le point de départ d'un récit rétrospectif dont le premier volet propose de revenir sur la jeunesse du poète jusqu'à sa liaison tumultueuse et scandaleuse avec Jeanne Duval. Tout jeune enfant, Charles Baudelaire apparaissait déjà comme un original, lui qui va se réjouir de la mort de son père afin de garder pour lui seul une mère qu'il aime plus que de raison. Mais patatras, à peine 1 an et demi plus tard, Caroline, la mère de Baudelaire, décide de se marier avec le général Opic, général d'Empire, qui s'est promis de mettre le jeune Baudelaire au pas. Pourtant, rien n'y fait. Charles Baudelaire n'en fait qu'à sa tête, et ce n'est pas un voyage autour du monde, avorté une fois arrivé sur l'île Bourbon, qui fera entendre raison au futur poète. Effectivement, jeune déjà, Charles Baudelaire sait qu'il fera des rimes, mais un poète différent des autres qu'il n'hésite pas à moquer et ridiculiser à l'occasion. L'autre grande passion qui apparaît dans l'ouvrage, ce sont les femmes, qu'il aime laides de préférence afin de mieux percevoir l'éclat de leur beauté qui se cache sous cette laideur.
D'ailleurs, Jeanne Duval n'est pas présentée ici comme une femme laide, sa particularité à elle, c'est d'avoir la peau noire, liaison scandaleuse dans cette France du 19e siècle qui n'a pas encore tiré un trait définitif sur l'esclavagisme. De cette liaison, Baudelaire en tirera certains de ses plus beaux poèmes qui parsèment l'ouvrage à l'occasion, mais aussi cette fameuse syphilis qui lui sera fatale plus tard. En attendant, il prend du mercure au quotidien pour se soigner. Cette faculté de boire et se droguer au quotidien plus que de raison est le troisième trait de caractère que met en avant l'ouvrage de Jean Telet et que reprennent parfaitement bien Tinot et Dominique Gély qui signent cet ouvrage à 4 mains. De son côté, Tinot Gély signe des pages flamboyantes ou crépusculaires qui mettent en scène la poésie de Baudelaire, dont chaque texte illustre à merveille des phases de la vie du poète. Expressif, ample et généreux, le dessin de Dominique Gély met en image le roman de Telet de la plus belle des façons en donnant beaucoup de caractère à ses personnages et en plongeant le lecteur dans ce Paris qui a su inspirer le poète au quotidien. La couverture, où le couple s'expose en nous regardant droit dans les yeux, est déjà un savant mélange de cette passion et ces ténèbres qui seront le quotidien de Charles et Jeanne, réunis ici pour l'éternité. Avec ses cheveux bleus et sa dégaine de dandy que Baudelaire traîne sur les trottoirs et dans les cafés de Paris, on croit être plongé dans cette première moitié de siècle qui verra aussi se mettre en place la Deuxième République, déclassant un peu plus les vieilles gloires de l'Empire. Vous aurez compris que c'est une plongée passionnante dans la vie d'un des auteurs les plus célèbres et à raison de la littérature française que nous proposent Tinot et Dominique Gély ainsi que feu Jean Telet. Inutile de vous dire que nous avons adoré ce premier tome que l'on attendait avec grande impatience depuis que l'on savait que Futuropolis avait un tel projet dans ses cartons. Sorti le 5 avril dernier et faisant 160 pages, Crénon Baudelaire fait partie de ces albums incontournables du moment, un titre qui saura parler autant à l'amoureux de littérature qu'aux passionnés de bande dessinée, et j'ai de la chance car j'en suis des deux. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les 6 albums coup de cœur qui ont retenu notre attention ces 2 dernières semaines. Commençons cette revue des sorties par un album qui, pour moi qui suis enseignant, a forcément une résonance toute particulière, Le prof qui a sauvé sa vie de Florence Sestac au dessin et Albert Algou au scénario. Si vous avez moins de 20 ans, vous ne savez sans doute pas qui est Albert Algou, lui qui a fait les beaux jours des débuts de soirée sur Canal+, avec des personnages comme François ou encore le Père Albert. Avant de faire rire à la télévision, et parce qu'il fallait bien faire bouillir la marmite au quotidien, pour lui qui venait d'avoir un enfant, Albert Algou a été enseignant au collège, comme nous le raconte cet album fraîchement sorti chez Dargaud. À la fois témoignage d'une époque, celle de la jonction des années 70 et 80 avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, et loup posé sur un métier, celui d'enseignant, c'est un titre passionnant que l'on tient là. En tant qu'enseignant, la grande mission que se donne Algou, fraîchement muté dans un collège de Haute-Savoie, c'est de donner le goût de la lecture aux enfants en multipliant les initiatives. Pour ce faire, il va installer une bibliothèque dans le fond de sa classe, va faire vivre les récits au milieu de ses élèves et n'hésitera pas à leur diffuser des films, à leur montrer des tableaux et encore les faire sortir le plus possible. En grand tintinophile qu'il est, les aventures du jeune reporter et de son chien Milou occupent une belle place dans sa salle de classe et le jeune Albert prend vraiment goût à ce métier qu'il pratique avec passion. Mais dans le même temps, il est aussi un professeur qui s'écarte de l'académisme réclamé aux enseignants en proposant une pédagogie vivante portée par un tempérament qui fait grincer les dents du principal, surnommé le hareng. Avec l'arrivée des années 80 et des radios libres, Albert Algou délaisse petit à petit un métier qui est en train de le lasser et de l'user pour découvrir qu'un nouvel espace de liberté met en avant les joyeuderies comme lui, la télévision. Cette plongée dans les années 70-80 est ici incarnée à merveille par le dessin si caractéristique d'une Florence Sestac dont le graphisme rétro colle à merveille avec la thématique et la période évoquée. L'humour est aussi incarné par son trait à la fois caricatural et détaillé qui fait tout le charme de son dessin et toute la force de cette bande dessinée. Faisant 64 pages et étant disponible depuis le 24 mars dernier, voilà un titre que l'on vous recommande chaudement, à plus forte raison si comme moi, l'éducation est un sujet qui vous interpelle.
Au nom de Catherine est la nouvelle adaptation d'un récit de Julia Billet que l'on doit aux éditions Rue de Sèvres qui, dans le même temps, réédite la guerre de Catherine que l'on évoquera aussi dans cet épisode. Si la guerre de Catherine, sortie à l'origine en 2017, est signée Claire Fauvel pour la partie dessin, c'est Mayalène Gouste, dont on aime beaucoup son graphisme si gracieux, qui met en avant Au nom de Catherine. Nous retrouvons donc avec plaisir Catherine Colin, ou plutôt Rachel Cohen de son vrai nom, quelque temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale, de retour à la maison de Sèvres où elle y retrouve ses repères. C'est que Catherine est en proie au doute, elle a refusé d'épouser Étienne de peur d'être enfermée dans une vie qui ne lui correspond pas et rêve de voir le monde avant de s'établir définitivement. Toujours passionnée par la photographie, son Rolleiflex en bandoulière, elle va décider de faire de cette passion son métier et va mettre un premier pied dans le monde du journalisme à la faveur d'une commande réalisée pour le quotidien L'Humanité. Ces photos de la fête de l'UMA vont d'ailleurs se faire remarquer et c'est ainsi qu'elle va commencer à se faire un nom dans ce milieu où elle réalisera des shootings de mode et des photos mondaines. Mais la jolie brune rêve de voyage et d'évasion et si elle refuse de faire un reportage sur le camp d'Auschwitz pour Paris Match, elle accepte de partir couvrir un camp de vacances en Allemagne où jeunes Français et Allemands vont cohabiter comme un symbole de cette réconciliation entre les deux peuples. C'est avec les enfants de l'école de Sèvres qu'elle embarque et là, elle va découvrir de jeunes gens qui lui ressemblent en tout point, ce qui rend la guerre encore plus absurde dans ses yeux et ceux des lecteurs. Si cette deuxième livrée des aventures de Catherine n'a pas la même force que la première, l'histoire de cette réconciliation entre les deux peuples et la nécessité de vivre avec les traumatismes et les blessures du passé sont magnifiquement racontées ici. Comme pour la guerre de Catherine, on aime la délicatesse qui ressort de ce récit, délicatesse soulignée par le très beau dessin de Mayalène Gouste qui insuffle de la vie et de la vitalité à cette histoire. Son découpage est dynamique, l'expression de ses personnages est juste et son utilisation de couleurs dominantes pour chaque épisode de son histoire rend le tout riche et facilite la compréhension. En 170 pages, elle nous fait plonger de plein pied dans cette aventure bouleversante que l'on vous recommande chaudement, encore plus en complément de la guerre de Catherine, fraîchement revenue en librairie. Pour notre troisième coup de cœur, revenons sur un album sorti le 16 février dernier aux éditions 404 Comics, adaptation française d'un album du Britannique Ian Culbard, Salamandre. Salamandre est le nom du personnage principal de ce récit, un jeune garçon qui s'appelle Casper Salamandre et qui fait de son père le héros des histoires qu'il dessine au quotidien. C'est que Casper voue une véritable admiration pour son père, scaphandrier, qui descend au fond des mers avec un sous-marin de fortune qu'il met en scène combattant les Kraken, Léviathans et autres figures monstrueuses du fond des abysses. Aussi, le jour où le père de Casper disparaît en mer, c'est un véritable traumatisme pour l'enfant que l'on va tenir éloigné un temps en l'envoyant chez son grand-père du côté de Monolith. Pour s'y rendre, il faut franchir ce que l'on appelle le voile, frontière qui permet de passer d'un monde à l'autre, aller d'un territoire libre vers un autre où tout est surveillé de près par la police secrète. Métaphore de l'Europe coupée en deux par le rideau de fer, Culbard fait revivre une Europe de l'Est où le citoyen vit en permanence avec la peur de se faire dénoncer par le voisin et doit obéir aux injonctions absurdes des gouvernements. Les fleurs, mais aussi la peinture, sont totalement bannies de ce monde que découvre Casper en compagnie de son papy, de sa cousine Delphine et de toute la famille qui va l'accueillir lors de son séjour. Confronté à la privation, découvrant les pots de vin que l'on paye pour avoir la paix et cultiver son jardin tranquillement, il rencontre aussi celle que l'on considère comme une sorcière parce qu'elle a décidé de vivre seule entourée de ses chats, une certaine Mélissandre. Artiste comme le jeune Casper, elle va lui enseigner que l'on peut trouver dans l'art une forme de liberté qui permet de s'échapper, de cultiver sa singularité et de faire vivre tout un univers. Avec cette thématique forte, amenée de manière subtile dans le récit, Ian Culbard nous propose une double réflexion, l'une sur l'art comme outil d'évasion et d'émancipation, et l'autre sur la mise en place des régimes reposant sur la peur et l'oppression des peuples. Parfaitement dans l'air du temps, cet album fait forcément écho aux éléments d'un passé récent. Ici, il s'inspire beaucoup de la Pologne de Jaruzelski, mais trouve aussi un autre écho dans notre monde plus contemporain.
Côté dessin, le style semi-réaliste et lignes claires de l'auteur est rehaussé par de très belles couleurs qui contrastent avec le côté oppressif que l'on retrouve à Monolith. Belle surprise au rayon comics édité en France de ce début d'année, le titre vous attend en librairie avec sa jolie couverture fleurie qui souligne ce bel objet qui fait 176 pages et que l'on vous recommande chaudement. Après le subjugant Ama, le souffle des femmes, sorti en 2020, et nous entraînant sur une petite île de pêcheuses au Japon, Cécile Beck revient en ce début avril avec 3 chardons, un récit qui nous entraîne en Écosse. C'est d'ailleurs aussi sur une île, l'île de Skye, que nous transporte ce nouveau venu qui fait la part belle lui aussi à 3 personnages féminins. Nous sommes en juin 1933 quand le récit débute, nous plongeant dans un drame qui va toucher Moira, la deuxième des 3 sœurs, le décès de son mari Ian Patterson, alors âgé de 38 ans. C'est ce drame qui va pousser cette dernière à rejoindre sa sœur aînée Margaret sur l'île de Skye, petit coin reculé de la lande écossaise dont l'aspect sauvage est une belle métaphore du caractère de Margaret. Cette dernière n'a d'ailleurs pas été épargnée par les drames et sa solitude voulue lui permet ainsi de se tenir à l'écart des hommes et d'affronter la vie avec toute la force qui la caractérise. Moira et ses 2 enfants vont ainsi trouver refuge chez elle et petit à petit, sous l'impulsion de sa sœur, Moira va démarrer une activité de serveuse au pub du coin et essayer de reprendre goût à la vie. Entre-temps est venue se réfugier chez Margaret Effie, la petite dernière, fraîchement séparée d'avec son mari, malgré sa beauté et sa jeunesse, dont on comprend qu'elle ne laisse pas insensibles les hommes. C'est ainsi que la vie va s'organiser chez Margaret entre ses 3 sœurs, ses 3 chardons, que l'on va observer dans un quotidien où les blessures se cicatrisent au rythme des saisons. Comme sur son premier album, Cécile Beck nous permet de contempler ces petits riens du quotidien, ces variations imperceptibles qui permettent de s'attacher à des personnages auxquels elle insuffle beaucoup de vie. C'est ainsi que Moira va faire la rencontre de Sean, dont l'aspect bourru et grossier en apparence n'augure rien de positif qui puisse arriver entre les deux. Pourtant, au fur et à mesure des mois qui passent, des fréquentes visites de Sean au pub, les échanges de regards se font plus insistants et ce qui était de l'indifférence va peu à peu laisser place à de nouveaux sentiments. Une fois encore, on a adoré se laisser bercer et charmer par cette histoire tout en douceur, un récit captivant qui met en son centre le destin de 3 sœurs marquées par des désillusions et des drames. Le très simple et épuré de Cécile Beck fait encore ici des merveilles, ajoutant à son graphisme des couleurs froides et douces qui donnent du caractère à l'ensemble et l'ancrent parfaitement d'un point de vue géographique. En 128 pages, on s'est laissé prendre dans ce récit qu'édite la maison Sarbacane et qui fait de ce titre l'une des belles surprises de ce mois d'avril. C'est dans l'arrière-cuisine de la vie politique que nous entraîne notre coup de cœur suivant, le bien nommé Dans l'ombre, qui va nous faire suivre de près ceux qui sont habitués à travailler dans les coulisses. Adapté du roman d'Édouard Philippe et Gilles Boyer, édité chez Jean-Claude Lattès, Dans l'ombre fait partie de ces titres issus de la collaboration dont on parlait il y a 2 semaines entre Lattès et les éditions Bambou. C'est Philippe Pélaez qui a librement adapté ce roman pour servir une histoire aux petits oignons au crayon d'un Cédric Lebihan qui en signe le dessin et met le tout en couleur. La course à la présidentielle est le but à atteindre ici, mais pour y arriver, il faut déjà en passer par les primaires qui ont la fâcheuse tendance à s'apparenter à une lutte fratricide. Celui que l'on appelle le patron est ainsi opposé à Marie-France Trémaud, baronne de son parti dans la région Nord, qui fait penser, dans les traits comme dans le caractère, à une certaine Martine Aubry. Le verdict de la primaire rendu, il faut faire place au patron, plus expérimenté et plus malin, qui est dès lors le candidat désigné par le parti pour affronter Vital à la présidentielle. Celui qui nous raconte cette histoire est le premier conseiller du patron, lui qui observe la vie politique de l'intérieur depuis des années et qui distribue les rôles ainsi que les surnoms aux autres conseillers présents. Le problème qu'il va devoir résoudre est assez complexe, la rumeur court que la primaire a été entachée d'irrégularités et que le vote électronique a permis une fraude massive qui a fait gagner le patron. Dans le camp de Trémaud, on se délecte de cette rumeur et plus on approche de l'élection présidentielle et plus cette rumeur vient empoisonner la vie du parti.
Si l'on ajoute à cela un piratage informatique et 2 morts, voilà comment une simple élection présidentielle se transforme d'un coup en un thriller ancré dans la vie politique. D'un roman de 600 pages, le duo Pelaez-Le Bihan réussit à conserver le sel de ce récit et à faire plonger le lecteur dans une captivante histoire qui a pour toile de fond les élections et qui tient sur 80 pages. Avec un graphisme simple, mais qui ne fait pas l'impasse sur les expressions des personnages, Cédric Le Bihan permet une immersion totale dans l'arrière-cuisine de la vie politique. Chapitré, rythmé et simple à comprendre en dépit de l'histoire qui repose sur une machination, nous avons pris un véritable plaisir à parcourir cet album qui est sorti le 5 avril dernier aux éditions Grand Angle. Terminons, comme ce sera le cas chaque quinzaine, par un album qui se voit réédité pour notre plus grand plaisir, ou encore la sortie en librairie d'une intégrale. Comme nous vous le disions juste avant, en plus d'Au nom de Catherine, les éditions Rue de Sèvres ont eu la superbe idée de rééditer La guerre de Catherine à l'occasion des 10 ans de la maison parisienne. Si c'est aussi un récit de Julia Billet qui est adapté ici en bande dessinée, côté dessin, c'est la très talentueuse Claire Fauvel qui utilise ses pinceaux pour donner vie à la Catherine jeune. Quand on pénètre dans cette première partie, nous sommes alors en pleine Seconde Guerre mondiale, dans une institution baptisée la Maison de Sèvres, endroit que gèrent Pingouin et Goéland et qui regroupe des enfants livrés à eux-mêmes durant la guerre. Parmi eux, plusieurs enfants juifs, dont les parents ont disparu sans que l'on sache ce qu'ils sont devenus, même si nous, lecteurs, on a une idée sur le sort funeste qu'ils ont dû connaître. Parmi les enfants se trouve une certaine Rachel Cohen de son vrai nom, elle qui circule parmi les autres enfants avec son appareil photo en bandoulière pour essayer de fixer ses moments d'innocence dans un monde devenu si laid. Passionnée par la photographie, mais aussi la lecture et plus tard l'enseignement, Rachel semble heureuse parmi ses camarades d'infortune qui ont toutefois la chance d'être confiés aux bons soins d'adultes qui veillent sur eux avec bienveillance. Mais bientôt, la politique de Pétain et la traque des Juifs qui a lieu dans une grande partie du territoire vont obliger la jeune Rachel à changer d'identité et devenir Catherine Colin, patronyme plus passe-partout. Bientôt aussi, il sera l'heure de l'exil, celle qui est devenue Catherine ne peut plus rester dans cette institution et s'en va alors vers Riom, dans un petit couvent de la ville de Saint-Eustache. Là, elle s'attache à Étienne, chez qui elle va faire développer ses photos, lui qui a perdu un pied à la guerre, mais pas son pouvoir de séduction vis-à-vis de la jeune fille. C'est ainsi que le lecteur voit la jeune Catherine évoluer, grandir, s'ouvrir aux autres dans un contexte compliqué où elle se retrouve à devoir changer de lieu très fréquemment. Avec son Rolleiflex autour du cou, elle immortalise ces moments chargés d'émotions qui donneront lieu à une exposition à Paris au sortir de la guerre. C'est une histoire vraiment très émouvante que nous propose Julia Billet et le superbe dessin tout en délicatesse de Claire Fauvel qui donne vie à ce récit de la plus belle des manières. Son trait léger, tout en rondeur, apporte une certaine douceur qui contraste avec la pesanteur de la situation pour offrir au final un album subtil et généreux qui nous procure un très bon moment de lecture. Véritable chef-d'œuvre, basé sur une histoire réelle, comme le révèle la double page finale, on a adoré se laisser emporter dans cette histoire qui fait 162 pages et que l'on est très content de voir de retour en librairie. C'est ainsi que se termine ce 149e épisode de votre podcast Le Bulleur, un épisode consacré dans sa première partie à Jeanne, premier tome de Crénon Baudelaire, roman de Jean Telet, adapté par Tino et Dominique Gély et publié chez Futuropolis. C'est toujours un plaisir de vous faire découvrir les sorties en bande dessinée de ces dernières semaines, et si vous avez envie de partager ce plaisir avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez découvrir en images tous les titres qui ont été présentés dans l'épisode du jour, une seule adresse, le compte Instagram lebulleur.podcast, où vous pourrez vous exprimer et découvrir bien d'autres titres encore. N'hésitez pas non plus à parler de nous autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans votre librairie préférée, ou encore entre amis et en famille, afin que le Bulleur puisse continuer de grandir. En attendant, on se retrouve dans 2 semaines, le lundi 24 avril, pour le prochain épisode de votre podcast consacré à la bande dessinée. Bonne semaine à vous, et on vous souhaite de très bonnes lectures.